Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions alimentaires et gastronomiques. Questions alimentaires et gastronomiques. Collection dirigée par Kilian Stengel. Cette collection d'ouvrages culturels, économiques, historiques, sociologiques, anthropologiques ou techniques contribue au progrès de la recherche et de la réflexion sur les cultures alimentaires et gastronomiques. Ouverte sur le monde, elle permet de mieux comprendre les rapports entre l'homme et son alimentation. Ici, il n'est pas seulement question de cuisine, on se positionne à la frontière de ce qui rapproche ou sépare l'alimentation de la gastronomie, les représentations du bon et du bien manger, le patrimoine et l'authenticité, le terroir et les identités alimentaires. Autant d'imaginaires qui hantent nos assiettes comme nos verres. Dernière parution. Frédéric Precigout, Logique des peurs alimentaires 2019. Virginie Masdoua, Nourrir nos identités. Manger, c'est expérimenter, vivre, exister 2019. Valentine Tibere et Vincent Marcillac, Sous le dire de Les goûts du chocolat dans le monde 2019. Mia Kwako et Caroline Guérin, Les végétariens ramènent leurs fraises, Entretien 2019. Angelica Elena Marinescu, L'imaginaire gastronomique roumain dans ses relations au modèle français, 2019. Corinne Pouillade, La place du pain dans la culture grecque. Une tradition séculaire ignorée dans la formation professionnelle, 2019. Nadine Frangusadenis, Dire La valeur du vin est-elle matérielle, 2019. Nadine Frangusadenis, Dire Du local à l'international, comment identifier le Languedoc, 2019. Jacques Barbier, Auguste Colombier, cuisinier et écrivain culinaire, 1845 à 1920, 2019. L'Ain 51, Aspect juridique des investissements chinois en France dans le secteur du vin 2019. Avant-propos. Par Kilian Stengel et Philomène Bayetreaubert. Ce quatrième opus de la série Cuisine du futur et alimentation de demain propose aux chercheurs, aux praticiens comme aux consommateurs de réfléchir avec une approche interdisciplinaire à la manière dont les défis du XXIe siècle modifient les pratiques de communication et de marketing des filières du manger, celles-ci recouvrant tout autant les entreprises de restauration, des métiers de bouche, comme des secteurs de l'industrie agroalimentaire considérés dans leur ensemble, voire les associations et structures de promotion de l'alimentation. Le marketing et la communication font partie intégrante de la construction du panier depuis toujours. Le produit est communication et marketing à la fois. Il parle, il interpelle, il sollicite et séduit, il accompagne, il s'impose. Les organisations professionnelles des filières du manger ont ainsi mobilisé au fil des siècles différents médias et outils de promotion commerciale. D'abord l'oralité, puis l'imprimerie, au XXe siècle la télévision, le cinéma, la radio, la presse et plus récemment l'ensemble des technologies numériques de l'information et de la communication, voire même l'homme en tant que tel, chef, producteur, influenceur. Dans ce contexte, cet ouvrage collectif, regroupant des chercheurs, des professionnels du marketing comme du monde culinaire qui méritent tous d'être remerciés pour la disponibilité de leurs travaux, vise à analyser la manière dont la dimension de manger est présente dans les stratégies marketing et de communication, et inversement comment le marketing entre dans les filières professionnelles liées à l'alimentation. Nous cherchons notamment à révéler si cette notion de promotion permet de créer, de renforcer, de donner du sens à notre alimentation et notre cuisine à imaginer pour les années futures, dans une société à la fois en perte de valeur et en recherche d'authenticité, mais également dans une dynamique d'innovation et de changement. Par conséquent, diverses questions peuvent être posées. Comment la communication des organisations professionnelles a-t-elle évolué ces dernières années? Quels objectifs poursuit-elle? Quelle place est accordée à la dimension symbolique, à la créativité? Quelle stratégie marketing se développe? Comment s'y prennent-elles? Avec quel succès ou difficultés constatées dans leur démarche? D'un autre point de vue, comment les consommateurs se positionnent-ils, en tant que cible, ou récepteurs de ce marketing alimentaire, ces termes marchands ne convenant d'ailleurs pas toujours à leur positionnement voulu? Comment les symboles et objets liés au repas,
ont-ils progressivement imprégné la communication des entreprises de la restauration et de l'alimentaire, à une époque de très forte marchandisation? Comment les pratiques innovantes donnent-elles de nouvelles perspectives à la cuisine du futur, et répondent aux tendances et aux enjeux de consommation en ouvrant le champ des possibles? Autant de questions qui animent le fait de marketeur l'alimentation, pour aujourd'hui et pour demain. Valoriser la cuisine face aux grands enjeux de notre siècle. Comment le cuisinier participe à l'évolution de la gastronomie et répond aux tendances alimentaires. Alain Lecossec et Philomène Bayetrebert. Évoquer la cuisine du futur interroge de fait la posture et le rôle des chefs de cuisine dans les évolutions et les tendances qui feront au sens large l'alimentation de demain, mais surtout la manière dont les consommateurs l'appréhenderont. La question se pose donc de savoir quelle est la mission des chefs au niveau de la consommation de leurs clients, bien sûr, mais également à un niveau global et sociétal, via la transmission d'un savoir par divers médias. Fondamentalement, un chef de cuisine met en avant et sublime des produits, en résonance de sa personnalité, de sa créativité, de sa région ou de son terroir et des techniques qu'il maîtrise pour offrir une cuisine signature à ses clients. De fait, il oriente d'une certaine manière les façons de manger. Il valorise les produits et devient leader d'opinion et garant d'un niveau de qualité. Salvador Real, 2017. Certains chefs optent pour une ligne de conduite bien visible, comme par exemple Paul Bocuse, maître de la gastronomie française, attaché aux produits de son terroir et à la justesse des cuissons, mettant un point d'honneur à la simplicité. Alain Passard, un des pionniers de la cuisine végétale dont les légumes proviennent de ses propres potagers, ou encore Alain Ducasse et son offre autour de la naturalité qu'il explique ainsi: se nourrir de façon plus saine et naturelle est aujourd'hui une attente et une nécessité qu'il est temps de traduire dans le domaine de la haute cuisine. Des produits exceptionnels s'exprimant dans leur simplicité, une technique qui a l'élégance de s'effacer pour se mettre à leur service. Voilà la cuisine que j'aime sincèrement. Une cuisine de la naturalité libérée, affranchie. Tous ces exemples peuvent être mis en résonance des tendances de consommation plus ou moins récentes. Végétarisme, véganisme, flexitarisme, etc. Aussi, le chef est un visionnaire ou un précurseur car il est à l'écoute et ressent les évolutions, les mouvements de société au regard des nouveaux enjeux ou exigences alimentaires. Cela lance un nouveau défi au chef pour demain, comme l'exprime Alain Passard à qui l'on demande « Que vous inspire le véganisme ?» Il m'inspire énormément. Ce sera peut-être ma dernière grande aventure. Je trouve que c'est la cuisine la plus technique et la plus redoutable qui soit. On demande au chef d'enlever le beurre, la crème, les œufs et il faut que cela soit délicieux. Le message est donc différent d'un chef à l'autre. La tendance influe sur la manière de voir, la créativité, les choix et les offres. Elle ne doit pas être considérée comme une contrainte, mais permettre à terme de se démarquer en dopant la créativité tout en répondant aux nouvelles attentes de consommation. Prenons par exemple le nouveau concept Detox Delight, installé depuis peu au Printemps Haussmann à Paris. Health Food haut de gamme au nouveau printemps de la beauté. Detox Delight ouvre son 3e restaurant à Paris, en coopération avec le chef étoilé Thierry Marx. En prise directe avec un marché en mutation et un nouveau mode de consommation de la part de ses clientes, le printemps se réinvente et crée en toute légitimité le plus grand concept store du monde dédié à l'expérience beauté. Detox Delight, installé en France depuis 2011, est la société pionnière et l'experte en Europe des détox à base de jus et des formules de clean eating. Elle a aussi été la première société en France à commercialiser des cures de détox à base de jus pressé à froid, avec des recettes véganes innovantes, riches en super-aliments et pleines de saveurs. Le chef perçoit la qualité d'un produit brut, et la manière dont on peut le valoriser. À cela s'ajoutent les méthodologies qui font la technique et l'expertise, sélection des produits, mode de cuisson, association. Aujourd'hui, il s'agit de se positionner dans la perspective du développement durable. Tout peut être utilisable dans un produit. On revient également à des techniques qui retrouvent leur place de jadis dans les livres de recettes. Cuire à la cocotte, explorer les produits oubliés, etc. Le retour à l'authenticité est une des tendances de fond de la cuisine d'aujourd'hui et de demain, comme l'évoque Anne de Rabaudy dans un article consacré à Alain Passard, Le jardinier et le grand métier de demain.
Les chefs abordent leur histoire, leur terroir, pour qu'il existe une cohérence entre tous ces paramètres. On parlait plutôt de style, il y a quelques années. Aujourd'hui on raconte une histoire à travers sa cuisine. Ce constat met en perspective les outils de communication qui évoluent aussi. Les mots ont un sens, on parle à la fois de tradition, d'innovation, de terroir, de choix de produits, local, de bien-être et de plaisir. Comme Alexandre Gauthier définit lui-même la cuisine qu'il offre dans son restaurant. J'y pratique une cuisine d'auteur singulière, sincère. Je l'ancre avec humilité dans mon territoire de la Côte d'Opale que j'explore dans tous ses aspects, naturels et humains. J'y propose une cuisine contemporaine de souches et de racines françaises, libérée de ses certitudes et de ses a priori. Tout cela pose bien sûr les jalons et enjeux de la cuisine santé. Les chefs ne peuvent par exemple plus éviter aujourd'hui de prendre en considération le nombre croissant d'allergies alimentaires dans les populations. On comptabilisait déjà il y a 20 ans plus de 3% de la population concernée par une allergie alimentaire, et il semble difficile d'évaluer la progression de ce chiffre au fil des années. Certains chefs comme Michel Guérard, la grande cuisine minceur, ont très tôt pris en compte cette tendance santé pour offrir une cuisine dite diététique qui sublime les produits et leurs bienfaits sur le corps et le bien-être. Un autre chef, Alain Alexanian, définit ainsi sa propre cuisine. Ma cuisine est une poésie arméno-lyonnaise puisant chaque recette entre un passé actualisé et un présent régionalisé. Ces deux racines sont mes jambes qui me permettent d'avancer, voire même de danser sur les planches du grand théâtre du goût et du plaisir en prenant soin de ce qui nous est le plus cher, la santé. Par extension, notre monde annonce des évolutions importantes en termes de disponibilité des ressources, notamment alimentaires, qui demanderont de fait une adaptation des recettes et de la cuisine en général. Une voie vraisemblable pour nourrir la planète en 2050 est que l'on va trouver progressivement des substituts sous forme de viande artificielle, d'algues, d'insectes. 2 milliards d'êtres humains en mangent déjà régulièrement, ce qui va globalement nous conduire à devenir de plus en plus végétariens. Cela induira une nouvelle manière de penser et de proposer la cuisine. Évoquons également les réseaux professionnels, qui ouvrent les portes aux alternatives et donnent une nouvelle perspective à la créativité culinaire et à l'offre alimentaire. La première édition du CIRA Green, salon professionnel international dédié aux métiers de l'alimentation, de la restauration et de l'hôtellerie, a fait la part belle à l'écologie, aux substituts, aux solutions vertes pour le secteur. Rappelons-nous que le Bocuse d'Or, concours culinaire international de renom, imposait une assiette 100% végétale aux concurrents pour l'édition 2017. Paradoxalement, il semble difficile de plaire à tout le monde. Il s'agit parfois plutôt de niches innovantes, comme ce fut le cas de la cuisine moléculaire, en vogue dans les années 90-2000 et qui contribue à rénover les techniques culinaires selon Hervé Dys. De fait, les grands chefs cherchent à donner leur vision sans perdre en identité culinaire. Voilà un défi pour les prochaines années. On observe aujourd'hui des comportements nouveaux, un débridage par rapport au code et à l'esthétique. Par conséquent, la manière dont le métier de chef est transmis subit aussi des modifications. Les gestes et techniques fondamentaux doivent être maîtrisés. De plus en plus, la cuisine fait appel à la technologie, avec par exemple les extracteurs ou les déshydrateurs alimentaires, pour créer de nouveaux codes et se détacher des classiques. Par exemple, le restaurant ultraviolet du chef Paul Perret a été le premier restaurant du genre à tenter de réunir les aliments avec une technologie multisensorielle, afin de créer une expérience culinaire totalement immersive. Il s'agit là d'un nouveau paradigme, dont le chef est l'ambassadeur. Comme l'indique Pierre Gagnère, il existe deux types de cuisiniers. L'artisan qui produit quelque chose de reproductible qui tient bien la route, et le cuisinier artiste dont le travail est une sorte de jet continu, de jeu avec la matière, l'indicible, le hasard. Si l'on regarde ce phénomène par une autre lunette, celle des clients, on peut affirmer qu'un individu choisira un restaurant pour de multiples motivations, par exemple le moment ou le besoin, l'occasion, l'offre culinaire et bien sûr la réputation du chef de cuisine. Le chef peut être même construit par le marché, clients, critiques, médias, etc. Dion et de Boissieu 2013. À cela s'ajoute la visibilité donnée aujourd'hui aux chefs, via notamment les réseaux sociaux et les outils du web. Citons le cas de Cédric Grolet, pâtissier de renom, qui poste ses créations sur Instagram et est suivi par de très nombreux admirateurs et amateurs éclairés.
À ce titre, le chef a donc un rôle important à jouer, à plusieurs niveaux. La connaissance qu'il diffuse en nom propre, produits, techniques, mise en valeur, recettes. La signature culinaire emblématique qui est la sienne, citons avec délice la soupe VGE de Monsieur Bocuse. La transmission à proprement parler. Les chaînes de télévision proposent très régulièrement des émissions qui permettent d'apprendre dans un esprit de compétition ou de challenge. Tous ces exemples renforcent cette notion du chef comme formidable vecteur de savoir-faire et de tendance, auxquels s'ajoutent toutes les informations disponibles pour les consommateurs qui leur permettent de développer leur curiosité et leur expertise, sites de recettes, etc. On pourra par exemple relire la synthèse publiée en 2008, évoquant déjà pléthore de supports médias dédiés au grand public et un engouement certain pour le sujet de la cuisine. La familiarité des clients et leur connaissance de l'univers de la grande cuisine a un impact sur la manière dont est perçue l'expérience gastronomique. Raconter l'histoire de la cuisine et ses perspectives a toujours été la mission des chefs de cuisine, ambassadeurs d'une gastronomie, d'un terroir, d'une nation, au service de ses clients. Les enjeux sociétaux, sanitaires, écologiques et économiques donnent aujourd'hui une perspective et une responsabilité importante aux chefs quant à leur place dans la mise en œuvre et l'accès à une gastronomie qui prend en compte la diversité des nouvelles tendances, les attentes d'une clientèle toujours plus nombreuse et exigeante, et la qualité permanente d'une alimentation bénéfique à tout niveau. Les chefs sont, à l'image de Paul Bocuse, de formidables vecteurs de connaissances et de qualité à travers le monde. L'évolution des outils techniques et médiatiques va certainement amplifier ce phénomène dans un futur proche, la bonne alimentation restant demain comme hier un besoin de première nécessité. C'est eux que le marketing nous fera manger, quand nous aurons quitté la Terre. Par Kilian Stengel. Les tendances culinaires se succèdent. Les prescriptions, prédictions et promesses s'affichent de plus en plus, via les publications de cette série, Cuisine du futur et alimentation de demain, comme par les prouesses des services marketing et R&D de la GMS. Les cendres de la cuisine moléculaire à peine froide, de nouvelles tendances surgissent, stimulant chefs et chercheurs. N'en déplaise au chapitre déjà publié dans cette collection d'ouvrages au regard futuriste, la nourriture de demain ne sera pas uniquement composée d'insectes, de viande reconstituée, de pilules, d'algues ou de chimie note à note. C'est un ensemble qui constituera notre avenir. Un ensemble qui sera combiné avec un contexte. Les tendances qui feront l'alimentation de demain se structureront via l'offre innovante agroalimentaire et via la situation géographique de la population. Le marketing tend à nous proposer différents schémas. L'autoproduction. On voit apparaître de plus en plus de jardins partagés, de potagers collectifs ou bien encore de ruches et serres sur les toits des immeubles, mais également une offre dynamisée par les startups qui se veut pratique et facile d'utilisation comme les kits d'autoproduction, les mobiliers hydroponiques. Reste à s'interroger sur l'évolution de cette autoproduction, sur les pays les plus touchés par cette nécessité, et sur les manières par lesquelles les industriels vont répondre à cette tendance émergente. La E-restauration. La E-restauration n'est pas que l'adaptation de la restauration au digital. Une nouvelle génération d'entrepreneurs high-tech, hors filière alimentaire, se retrouvent à la tête de start-ups dynamiques qui modifieront sans doute les modèles économiques de la restauration bien sûr mais aussi de la distribution et des IAA. La gestion protéinique. De nouvelles cibles soucieuses de leur alimentation et de leur santé plébiscitent les protéines, et c'est aux industriels d'adapter les protéines aux exigences de ces cibles et de s'interroger sur les nouveaux leviers utiles pour valoriser l'utilisation des protéines dans leurs produits. La fermentation. Certains consommateurs sont à la recherche d'une alimentation quotidienne plus saine et plus naturelle, ce qui a remis au goût du jour le processus naturel de la fermentation. La place des industriels dans le monde pour mettre en avant ce procédé de fabrication naturelle et fonctionnelle reste l'un des cœurs d'évolution. À la maison. Si tant est que le logement n'évolue pas plus vite que l'alimentation, la dynamique autour de la cuisine faite maison reste une source de plaisir et de maîtrise des coûts et reste la façon la plus simple et directe de contrôler ce que l'on mange. Nous ne sommes pas face à une mode passagère, mais bien à une tendance de fond qui modifie en profondeur l'offre agroalimentaire attendue par le consommateur. Les nouveaux exotismes. L'exotisme est une tendance qui se banalise très vite, ce qui est exotique aujourd'hui ne le sera plus demain.
Le monde du marketing alimentaire doit constamment travailler le positionnement exotique de son offre. La revaloriser, la débanaliser, la réexotiser. Le jeu en vaut la chandelle tant l'alimentation exotique peut satisfaire de multiples attentes du consommateur comme la recherche de plaisir, de variété, de découverte de nouveaux imaginaires et de nouveaux goûts. Le flexitarisme. Dans un contexte marqué par les scandales alimentaires et la recherche d'une consommation plus durable, l'excès de consommation de viande est montré du doigt. Les consommateurs changent leurs habitudes pour se tourner vers ce qu'il est convenu d'appeler le flexitarisme. Loin d'être un phénomène de mode, le flexitarisme est une vraie réflexion fondée sur des principes éthiques, écologiques et de santé. Le terme flexitarisme est également donné à la consommation zapping, c'est-à-dire au fait de changer sans cesse de mode de choix alimentaires. Ces différentes formes de cuisine du futur ne sont pas rares, elles existent déjà pour la plupart sur le marché. En outre, une cuisine du genre rare a déjà fait son entrée depuis 30 ans dans les cuisines de 3 étoiles Michelin. Entreprenant, en 1988, un chef cuisinier, un astronaute et un scientifique envisagent une offre marketing de notre alimentation destinée à répondre aux repas du futur. Les ressources de la Terre ne nous suffiront bientôt plus. Au dire de certains scientifiques, la solution d'aller habiter sur une autre planète, voire avec une station de correspondance transitoire, est un sujet étudié sérieusement. Imaginez de la bonne nourriture pour les vols spatiaux, les longues expéditions sur ou hors de la Terre devient donc un sujet à part entière. Et ce sujet de recherche fut entrepris dès 1988. Les entrepreneurs à l'origine de cet effort de R&D étaient Patrick Baudry, un astronaute qui a volé à bord de la navette spatiale américaine Discovery en 1985, Francis Lestienne qui travaillait au Centre national de la recherche scientifique pour étudier le fonctionnement du corps en apesanteur, et Marc Menot, chef et propriétaire du réputé restaurant 3 étoiles L'Espérance. Tout a commencé par une rencontre fortuite avec le meilleur astronaute français. En 1986, Patrick Baudry est venu à Vézelay rendre visite à un ami, Francis Lestienne, qui effectuait des recherches pour le programme spatial français. Plus tard, les deux hommes ont dîné à l'Espérance. Pendant le dîner, comme à son habitude, Menot se promenait pour accueillir ses invités. Avec Baudry et Lestienne, la conversation s'est tournée vers ce que mangent les astronautes dans l'espace. Alors qu'il travaillait à Star City, l'équivalent du centre spatial Johnson de Houston à Moscou, Baudry a d'abord proposé de prendre de la nourriture française dans l'espace. Plus tard, en tant que membre de l'équipage du Discovery de 1985, Baudry a présenté la cuisine française à ses collègues américains. Il a même enfreint un règlement de la NASA en embarquant à bord d'une bouteille de vin de Bordeaux, non pour boire mais pour voir comment son contenu réagirait dans l'espace. Rappelant son projet initial dans le domaine de l'alimentation spatiale, M. Menot a déclaré que l'idée lui était venue après avoir rencontré Baudry et entendu ses témoignages sur ce que mangeaient les astronautes. Je pensais pourquoi ne pas améliorer les rations spatiales, en effet convertir les rations en nourriture gastronomique, a raconté Menot. Mes plats sont basés sur des ingrédients purs. L'adaptation de plusieurs de mes recettes aux besoins des astronautes ne semble pas constituer un défi de taille. Les repas dans l'espace devraient être nutritifs et faciles à digérer, comme pour toute bonne nourriture. Baudry a également été pris par l'idée. À l'automne 1986, lui, Lestienne et Menot étaient en affaires. Ils ont formé une société, Balem, une combinaison des syllabes initiales de leur nom de famille, pour produire et commercialiser une gamme de produits alimentaires, non seulement pour la consommation dans l'espace, mais pour l'aventurier en déplacement. Après plus d'1 an d'expérience, poursuivant une idée née d'une table ronde sur la difficulté de bien manger dans l'espace, l'équipe de Balem, Baudry Lestienne Menot, affirme avoir développé 64 aliments aussi pratiques, durables et nutritifs, comme les rations traditionnelles des explorateurs et aussi savoureux que la cuisine familiale. Balem faisait partie des 15 entreprises dont le Centre national d'études spatiales, l'agence qui gère le programme spatial français, envisageait d'utiliser cette année un vol franco-soviétique. 7 produits Balem, dont des chips d'artichaut et du poulet à la dijonnaise, faisaient partie des 46 produits testés par les laboratoires militaires français. La seule véritable concurrence de Balem vient de la comtesse du Barry,
spécialiste du foie gras en conserve et des autres spécialités du sud-ouest de la France. À l'origine, il s'agissait d'une simple charcuterie de luxe à Gimont dans la région du Gers. L'entreprise a développé des magasins dans toute la France. Un certain nombre de produits Balem, ainsi que 6 plats en conserve préparés par la comtesse du Barry à partir de recettes des chefs Pierre Rouge de la Belle Époque et Lucien Vanel de Vanel, tous deux à Toulouse, sont à l'étude pour recommandation chez les soviétiques pour leur vol spatial de 1988 au cours duquel un astronaute français, Jean-Loup Chrétien, passera un mois dans l'espace. Michel Vieillefosse, un responsable de l'Institut, a déclaré que les produits seront testés avant que les recommandations finales soient faites. Il a également indiqué que les produits devront être mis de côté pendant 6 mois pour tester la détérioration. Le premier repas spatial français fut mis en orbite en novembre de la même année à bord du vaisseau spatial soviétique Araga, qui transportera des membres d'équipage français et soviétiques lors du deuxième vol interarmé des deux nations. Une équipe d'experts français et soviétiques s'était réunie pour sélectionner les fournisseurs de nourriture pour la mission. Les responsables de l'Agence spatiale française et l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace des États-Unis prennent le travail de Balem très au sérieux. À la NASA, le Dr Charles T. Bourlan, directeur du sous-système pour la nourriture de la station spatiale, est le responsable du sujet nourriture dans l'espace. Patrick Baudry, qui travaille également avec le Dr Bourlan et au développement d'une navette spatiale européenne, souligne la difficulté pour se nourrir et se souvient avoir vécu des éclaboussures de nourriture sur les murs de son vaisseau spatial lorsque quelque chose était renversé. Même le pain ne doit pas s'écailler, a-t-il déclaré, car les miettes pourraient flotter et obstruer les machines. Les aliments déshydratés servis à bord des navettes spatiales américaines sont réhydratés avec de l'eau. Les produits Balem ne sont pas déshydratés, mais sont conservés dans des canettes ou des tubes en aluminium. Dans son restaurant à Vézelay, récompensé par 3 étoiles au guide Michelin, Marc Menot a développé des plats simples à base d'ingrédients basiques mais de grande qualité, comme un mélange de purée de pommes de terre et de harengs, du poulet aux tomates et au poivron ou un bouillon de légumes copieux. Après que Marc Menot et son équipe aient préparé la nourriture, celle-ci est transportée dans l'entreprise Rougier, qui produit du foie gras dans des bocaux et des boîtes de conserve près de Toulouse, et dans l'entreprise Morvandel près de Vézelay. La ligne Balem comprenait 64 plats, allant des soupes aux pigeons avec des lentilles, en passant par un gâteau moelleux aux calories et aux pruneaux. J'essaie de trouver les saveurs qui résistent le mieux au tube, a déclaré le chef. Un goût de dessert laisse penser qu'il n'a pas complètement éliminé l'arrière-goût légèrement métallique, qui découle de la stérilisation des aliments dans des tubes métalliques. Alors que les convives de son restaurant 3 étoiles le regardaient avec... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.